Mes collègues me l'avaient dit, mais c'est vrai que d'ici, la vue est vraiment incroyable. Bon, on est le 1er février 2017. Avec une poignée d'étudiants, je refonds et je réorganise la logistique du bureau des étudiants de l'école. On est plutôt fiers de ce qu'on a fait, contents de notre travail. On profite de la venue d'anciens étudiants dans les murs pour leur présenter. Leur réaction, c'était mieux avant. Ces 3 mots, nous les entendons tous. Alors prenons un instant. Imaginez que vous pouviez, là, maintenant, en claquant des doigts, changer d'époque. Laquelle serait-elle? Mais avant, gardez en tête que vous pourriez avoir l'appendicite, que vous pourriez être une femme qui veut ouvrir un compte bancaire, que vous pourriez essayer de joindre votre mère sans téléphone portable, et que vous pourriez avoir une question et que personne ne répondrait quand vous dites « OK Google ». Alors, c'était mieux avant? Et si en réalité, le meilleur était encore devant nous? Je suis Mathieu Boucher, diplômé de l'UTT en informatique et en management, et aujourd'hui je suis senior manager dans un cabinet de conseil franco-français MC2I. Mon métier, c'est de concevoir, implémenter et accompagner la transformation numérique. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que le changement fait peur. Il bouscule nos habitudes, il remet en cause nos certitudes. Mais pourtant, il nous permet d'aller plus loin. Si nous avons parfois cette impression que c'était mieux avant, ce n'est pas parce que c'était objectivement mieux avant, mais c'est aussi parce que notre cerveau nous joue des tours. Et pour ça, il s'appuie sur 3 biais cognitifs pour glorifier le passé. Le biais de positivité, le biais du statu quo et le biais d'ambiguïté. Le biais de positivité confirme que nous avons une tendance naturelle à idolâtrer le positif et en oublier le négatif. Qui d'entre vous se souvient de pourquoi il s'est énervé au volant il y a 2 ans? Personne. Qui se souvient de ses vacances d'il y a 2 ans? Tout le monde. Le biais du statu quo confirme que le passé nous rassure, parce qu'il est chargé en émotions. Les souvenirs d'enfance, les plats que nous mangions, nos rituels de l'adolescence, ils nous procurent ce fameux confort émotionnel. Par réflexe, nous nous accrochons à ces émotions que nous connaissons déjà. C'est ce biais cognitif qui nous pousse à chanter les lacs du Connemara à la fin de chacune des soirées. C'est ce biais cognitif qui nous pousse à regarder La Grande Vadrouille tous les ans à la télé. C'est ce biais cognitif qui nous fait adorer les coquillettes au jambon de notre maman. Le dernier, c'est le biais de l'ambiguïté. Lui, il confirme que le changement fait peur et que l'inconnu inquiète. Entre quelque chose de connu, comme par exemple le passé, et quelque chose d'incertain, comme le futur, on a une tendance à privilégier ce que nous maîtrisons déjà. Même si le futur peut être meilleur, il nous fait peur. C'est pourquoi chaque innovation a d'abord été crainte avant de devenir une évidence. À titre d'exemple, le télétravail, qui a été longuement critiqué quand il est arrivé dans le monde professionnel. Aujourd'hui, il apparaît comme une évidence pour beaucoup d'entreprises. Parlons un petit peu de faits maintenant. Et je vous propose d'adresser les 6 thèmes que vous voyez apparaître derrière moi, en commençant par la santé. Nous vivons mieux et plus longtemps. L'espérance de vie est passée de 31 ans à 73 ans. Concrètement, ça veut dire 40 années de vie en plus en un seul siècle. Il y a 20 ans, le VIH était encore la 8e cause de décès dans le monde. Aujourd'hui, cette maladie est au 19e rang, avec de la prévention, avec des traitements. La médecine avance à une vitesse fulgurante. On greffe des cœurs, on crée des vaccins en moins d'1 an pour lutter contre une pandémie. On imprime des organes en 3D. Qui aurait pu croire ça il y a 50 ans? Parlons d'un deuxième thème, l'éducation. L'accès au savoir n'a jamais été aussi facile. Avant, se cultiver nécessitait du temps, de l'argent et de la chance. Pendant des siècles, l'accès à l'éducation était réservé aux élites. Au XIXe siècle,
90% de la population mondiale était analphabète. En 1970, c'est encore 37%. Aujourd'hui, 13%. Ça veut dire que l'alphabétisation a quasiment triplé en 50 ans. Il y a aussi une grosse différence aujourd'hui. C'est qu'on a toutes et tous une bibliothèque infinie dans notre poche. Internet a transformé le monde en une salle de classe géante. Vous voulez devenir astrophysicien ? Vous avez envie de découvrir un langage informatique ? Ou encore de vous renseigner sur l'histoire de l'art ? C'est possible en quelques clics du bout des doigts. Maintenant, la formation, c'est gratuit, c'est tout le temps et c'est partout. On va parler maintenant un petit peu d'égalité et d'inclusivité dans une société de plus en plus ouverte. Pour parler un petit peu de ce thème, je voudrais introduire un concept clé qui est la fenêtre d'Overton. Ce modèle théorique, il désigne l'éventail des idées qui sont jugées comme acceptables dans une société à un moment donné. Cette fenêtre, elle va évoluer avec les médias, avec la politique, avec la culture, avec la religion, pour faire de certaines idées qui étaient inconcevables des évidences. Ce concept, théorisé par Joseph Overton, s'appuie sur 6 piliers pour marquer l'évolution de l'acceptabilité d'une idée. Dans un premier temps, l'idée va être impensable, c'est-à-dire qu'elle va être inconcevable, voire même pénalement répréhensible dans la société. Ensuite, elle va devenir radicale. Elle va apparaître dans certains cercles marginaux. Elle va devenir sensible quand on commence à débattre autour de cette idée. Elle va ensuite devenir populaire en étant largement acceptée, et enfin publique quand elle est adoptée dans les lois et dans les normes. Prenons quelques exemples en France pour Prenons quelques exemples en France pour imager cette fenêtre. 1944, une femme qui vote. Inconcevable. Aujourd'hui, c'est une évidence. 1965, une femme veut travailler sans l'accord de son mari. Impossible. Aujourd'hui, c'est normal. 1992, l'homosexualité considérée comme une maladie mentale par l'OMS. Aujourd'hui, totalement absurde. 2013, un couple homosexuel ne peut pas se marier. Aujourd'hui, c'est un droit fondamental. On s'aperçoit donc bien que cette fenêtre s'est élargie en acceptant maintenant des idées comme communément publiques, alors qu'avant, elles étaient totalement inconcevables. Et c'est une bonne chose. La société va dans le bon sens. Il faut juste rester vigilant à ce que l'ouverture de cette fenêtre ne bénéficie pas à la montée de certains partis politiques extrêmes. Je voudrais vous parler maintenant d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une grande partie de mon métier, parler un petit peu du management et du changement de paradigme qu'on a pu voir dans le monde professionnel. Il y a un siècle, le travail était inspiré par le Fordisme, avec des standardisations de tâches, des horaires stricts, un contrôle total sur la production. Le chef avait d'ailleurs cette responsabilité de contrôle, d'exécution et de discipline. Aujourd'hui, on a changé d'air. Le télétravail, les attentes des collaborateurs, la digitalisation ont complètement bouleversé ce modèle. Là où avant le chef devait contrôler les horaires, la performance, donner des ordres et s'assurer qu'ils soient bien exécutés, être craint plutôt que respecté, on se retrouve aujourd'hui avec un manager qui cherche à créer du sens plutôt que de dicter des consignes, motiver, inspirer, accompagner plutôt que de surveiller, s'adapter aux individus plutôt que de leur imposer un cadre rigide, et bien sûr, endosser cette casquette de coach pour accompagner l'émergence des nouveaux talents. La parentalité, les droits à la déconnexion, le bien-être des collaborateurs, l'équilibre vie pro, vie perso, autant de sujets qui n'avaient pas leur place dans le monde du travail hier et qui aujourd'hui sont des sujets clés pour beaucoup d'entreprises. C'est bien la preuve que performance et humanité sont compatibles dans le monde professionnel. Forcément, je vais être obligé de vous parler aussi de technologie, parce que là aussi, c'est un petit peu mon métier. L'innovation, elle ne s'est jamais arrêtée. Par vagues successives, elle a continué à bouleverser le monde. Ce que nous pensions impossible hier devient possible aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui,
les améliorations sont fulgurantes. Il y a 150 ans, pour communiquer, on écrivait un courrier. Il mettait des semaines à arriver. Le téléphone a cassé cette distance. Puis ensuite, c'est Internet qui a ouvert toutes les frontières. Puis le smartphone qui a connecté le monde. Et aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, omniprésente dans nos vies et dans nos métiers, qui continue ce changement technologique. Chacune de ces révolutions technologiques nous a d'abord effrayés avant de devenir petit à petit banales. Qui peut me dire aujourd'hui, droit dans les yeux, qu'il est prêt à passer ne serait-ce qu'une journée sans son téléphone et sans Internet? La technologie nous permet d'avoir accès à une quantité de données pharaonique en temps réel. Un événement majeur, il est connu instantanément. Une nouvelle découverte, elle va traverser les frontières. Un scandale politique, il va éclater. Une question, la réponse est au bout de vos doigts. Nous sommes mieux informés que jamais, mais à une seule condition, que nous développions notre esprit critique. Car avoir accès à une information en masse ne veut pas dire avoir accès à une information fiable. Forcément, si je parle d'informations fiables, je vais être obligé de vous parler des réseaux sociaux, qui ont bouleversé notre façon de communiquer et d'interagir avec le monde. Les réseaux sociaux, ils ont donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. MeToo, balance ton porc, n'aurait jamais eu un tel écho sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils bouleversent la communication politique, qui était initialement verticale, codifiée, réservée aux médias traditionnels. On se retrouve aujourd'hui avec notre président de la République, interviewé par un youtubeur de 27 ans en sweat à capuche. Les réseaux sociaux, ils accélèrent la diffusion du savoir. On peut tout comprendre et tout partager en quelques clics. Ces mêmes réseaux sociaux qui créent des collectifs qui ouvrent des débats structurants pour notre société. Le climat, le droit des femmes, l'équilibre vie pro, vie perso. Pour donner quand même quelques chiffres sur les réseaux sociaux, en 2021, c'est 4,2 milliards d'individus qui sont connectés. Si on reformule cette phrase, ça veut dire que la moitié de l'humanité est capable d'échanger instantanément. Chaque avancée technologique a transformé notre façon de vivre, notre façon de communiquer et notre façon d'apprendre. Et ce n'est que le début. La technologie est et restera une opportunité quasi sans limite. Je ne pouvais pas vous parler du monde d'avant sans vous parler d'environnement. Un défi immense, mais qui s'accompagne d'une prise de conscience inédite. Si je vous dis aujourd'hui que votre Premier ministre, notre Premier ministre, a rallié Paris et Pau en avion, ça vous choque? À l'inverse, si je vous dis que 70% des joueurs lors du championnat du monde de rugby ont utilisé le train pour se déplacer, vous êtes heureux? Vos parents n'auraient même pas réagi à ces informations. C'est bien la preuve qu'il y a une prise de conscience sur ce sujet. Et cette prise de conscience, elle s'accompagne d'outils, mais aussi d'actions. En 2015, un rassemblement inédit et une mobilisation sans précédent a permis la signature, avec 196 pays, des accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. D'ores et déjà, aujourd'hui, 30% de notre électricité est issue d'énergies renouvelables. Et demain, on ira encore plus loin. Réseau de transport d'électricité l'a annoncé, il prévoit 50 plateformes d'éoliennes offshore d'ici 2040. L'enjeu est immense et le combat est loin d'être gagné. Mais une chose est sûre, avant, la crise écologique avançait sans frein. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement un espoir, c'est une course. Et pour la première fois, nous courons dans la bonne direction. Le passé a son charme, mais il a aussi ses limites. Ce n'est pas parce qu'on garde un bon souvenir de lui qu'il est objectivement meilleur. On le raconte avec émotion, on fait de lui un mythe, mais cette nostalgie n'est pas la réalité. La technologie révolutionne nos vies, parce qu'elle nous connecte, elle nous soigne, elle nous éduque, elle nous ouvre à un monde différent et elle nous ouvre des portes que nous ne soupçonnions même pas. Mais pourtant, nous avons encore peur de cette technologie. Cette technologie n'est pas un ennemi, c'est un outil, c'est une opportunité.
c'est une chance. Le message clé de mon talk, ce n'était pas mieux avant. C'était différent. Alors demain, plutôt que de dire c'était mieux avant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour un demain encore meilleur? Peut-être apprendre quelque chose dont vous aviez toujours rêvé de connaître, que vous aviez toujours rêvé de connaître. Peut-être adopter une technologie dont vous étiez réfractaire. Ou peut-être simplement dire à ceux qui pensent que c'était mieux avant que demain est rempli d'opportunités. Utilisons le progrès, la technologie et notre intelligence collective pour façonner un avenir dont nous serons fiers. Après tout, croire en l'avenir, n'est-ce pas déjà le réveiller ?